Bonjour. Vous connaissez mes collègues, Delphine Bateau, William Aucan, Marie Toussaint et François Gémen. On va faire une présentation à plusieurs voix sur une actualité extrêmement lourde. Et vous allez voir à quel point l'écologie est un vrai projet de société, je vais même dire un projet de civilisation au regard des défis qui sont les nôtres aujourd'hui, et en quoi c'est effectivement le seul projet qui répond à la multiplicité des crises, crises qui ne doivent pas nous amener à penser que la situation d'avant on peut la retrouver et qu'elle était souhaitable. Dans le moment que nous vivons de crise en Ukraine, et c'était l'un des thèmes que j'ai porté dans la réunion que nous avons eue avec le Premier ministre et les différents ministres qui étaient là, il y a une évidence absolue. Nous devons sortir des énergies fossiles pour défendre nos valeurs avec plus de force, défendre les libertés et la démocratie qui sont menacées en Ukraine. Une des raisons qui ont poussé Vladimir Poutine à cette invasion, c'est de considérer que l'Europe, du fait de sa dépendance au gaz, ne serait pas en mesure de soutenir le peuple ukrainien dans la défense de l'intégrité de son territoire, comme de la démocratie et des libertés. Cette dépendance au gaz russe, comme cette dépendance aux énergies fossiles, ça fait très longtemps que nos gouvernements la construisent. Ils l'ont construit il y a encore quelques années, quand au début du quinquennat Macron, en 2018-2019, se discutent au niveau européen les objectifs pour 2030. Objectif climat, objectif énergie renouvelable, objectif efficacité énergétique. À ce moment-là, dans le débat européen, le Parlement européen, que nous avions réussi à convaincre, la Commission européenne soutenait par exemple un objectif d'efficacité énergétique de 40% pour 2030. Alors on peut se dire 40%, qu'est-ce que ça veut dire? 40% d'efficacité énergétique d'ici 2030, c'est réduire de moitié notre consommation de gaz et de 2/3 nos importations de gaz. Les États n'ont pas souhaité suivre le Parlement européen ni la Commission européenne parce qu'ils ont construit cette dépendance au gaz. Il y a encore quelques années avant, mais ça a abouti à ces décisions-là, Monsieur Mestrallet, patron d'Engie, crée une grande coalition de lobby qu'on appelle le groupe Magritte, qui étaient tous les gaziers européens qui ont fait le tour de toutes les capitales pour tuer la directive énergie renouvelable en Europe. Et ils ont gagné parce qu'ils avaient le soutien des États, dont notamment le soutien de la France. On en discutait avec nos collègues allemands, qui, vous le savez, sont dans la coalition gouvernementale. Souvenez-vous quand Annalena Baerbock, dans la campagne électorale, combattait la finalisation du projet Nord Stream 2. Elle était presque moquée par ses rivaux politiques. Robert Habeck, avec qui nous avons discuté encore ces derniers jours, nous expliquait que la moitié des réserves de gaz en Allemagne sont pilotées, gérées par Gazprom. C'est-à-dire que dans un pays où le gaz est aussi stratégique, ils ont délégué à Gazprom la gestion du gaz, qui, comme par hasard cet hiver, n'a pas rempli les stocks. Et Robert Habeck, justement, est en train de reprendre le contrôle sur les stocks de gaz, évidemment, pour sortir Gazprom de la politique énergétique allemande. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que nous portons un grand projet européen de sécurité climatique et énergétique, avec un plan d'investissement de 2000 milliards d'euros. C'était le plan d'investissement que nous portions au moment de la crise Covid, pour construire notre souveraineté énergétique et lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Les énergies renouvelables
sont les énergies des libertés, sont les énergies de la sécurité et sont les énergies de la souveraineté. Donc nous portons cette grande ambition de répondre structurellement à la crise ukrainienne que nous traversons. Mais ce n'est pas par hasard si on fait cette conférence de presse aujourd'hui, vous l'avez bien compris. William nous expliquera son anniversaire qu'il veut célébrer ou commémorer, je ne sais pas comment on va dire. Commémorer plutôt. Oui. De la Convention citoyenne. Et nous allons vous présenter les résultats du rapport du GIEC et ce que ça signifie pour nous en matière de projets politiques que nous avons pour la France et que nous avons pour l'Europe. Parce que la campagne présidentielle continue avec plus de gravité. Vous savez combien nous portons l'unité du pays et l'unité de l'Union européenne pour construire la plus grande des fermetés vis-à-vis de Vladimir Poutine. Mais que la crise que nous traversons, la guerre qui s'est installée sur le continent européen, elle a des raisons profondes. Et nous voulons nous attaquer aux raisons profondes et pas simplement, et nous avons des projets là-dessus, nous attaquer aux conséquences. Donc, si vous voulez bien, c'est François Gémen qui est chercheur, vous le savez. Je ne vais pas faire l'ensemble de désigner l'ensemble de ses casquettes, mais il est chercheur. Il vient de publier, d'ailleurs, un bouquin sur la guerre et le climat, pour dire à quel point nous sommes au fait de ces sujets-là, à quel point la lutte contre le dérèglement climatique est un sujet de sécurité internationale et de sécurité nationale. Mais il va vous présenter un peu les résultats du rapport du GIEC. Merci beaucoup Yannick. Donc, comme tu viennes là. Faut parler dans le... Voilà, comme vous le savez, c'est aussi aujourd'hui qu'est présenté le deuxième volet du 6e rapport d'évaluation du GIEC. J'ai été un des auteurs principaux de ce rapport. Ce n'est évidemment pas à ce titre que je vous parle aujourd'hui, mais au titre de directeur scientifique de la campagne de Yannick Jadot. Je voudrais très brièvement revenir sur quelques points saillants de ce rapport, quelques points qui me paraissent importants en termes de décision politique. Le premier élément, c'est de constater l'irréversibilité du changement climatique. Aujourd'hui encore, dans le débat public, beaucoup s'imaginent qu'en réduisant substantiellement nos émissions de gaz à effet de serre, nous pourrions être capables d'échapper aux impacts du changement climatique. Très souvent, nous avons encore tendance à voir ces impacts comme quelque chose de lointain, qui se matérialisera dans un futur lointain ou qui se matérialisera dans des pays loin de chez nous. Le rapport du GIEC est là pour dire que même aujourd'hui, avec une élévation de température d'1,1 degré, ces impacts sont déjà là. Même dans l'hypothèse optimiste où nous parviendrions à respecter les objectifs de l'accord de Paris, un certain nombre d'impacts du changement climatique seront là, à l'étranger, mais aussi chez nous. En d'autres termes, il va falloir accepter des pertes irréversibles et il va également falloir envisager de compenser financièrement ces pertes. C'est un des aspects particulièrement sensibles dans la négociation sur le climat, la question des pertes et préjudices à la fois tangibles et intangibles liés au changement climatique. On parle ici pour la France de la perte définitive de certains glaciers de montagne, on parle de la perte définitive de récifs coralliens, on parle de la migration de population et donc de la perte de langue maternelle ou de la perte de culture. Ces impacts, ils sont déjà là aujourd'hui et le rapport est très clair à ce sujet. Ça entraîne une conséquence politique immédiate, c'est la nécessité de se tracasser davantage des questions d'adaptation. Pour le dire crûment, nous ne sommes pas prêts à faire face aux impacts du changement climatique. Notamment parce que le débat sur le changement climatique aujourd'hui, en France et plus largement dans les pays industrialisés, reste cantonné à la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui reste évidemment absolument primordiale. Mais étant donné la matérialité des impacts, il va dès à présent nous falloir développer des stratégies d'adaptation pour faire face à ces impacts et pour protéger les populations. Les événements extrêmes de l'été dernier en Europe, les inondations en Belgique et en Allemagne, les vagues de chaleur au Canada, les incendies en Grèce, en Turquie et dans le sud de la France, sont là pour nous rappeler que le changement climatique va à la fois augmenter l'intensité
et la fréquence de ces événements climatiques extrêmes. Il y a donc toute une série de mesures urgences en termes d'adaptation à prendre, des mesures en termes d'infrastructures de protection, des mesures en termes de planning urbain, des mesures en termes d'alerte et d'évacuation des populations. Pour le dire assez crûment, nous sommes dans les choux pour tout ce qui concerne ces mesures d'adaptation. C'est une vraie priorité politique aujourd'hui dans le débat public. Au-delà de la France, troisième élément saillant, le changement climatique va mettre en cause les conditions d'habitabilité d'un grand nombre de régions sur la planète, soit parce qu'il y fera trop chaud et que donc les fonctions vitales du corps humain ne seront plus garanties, notamment si la température dépasse 50 degrés Celsius pendant des périodes prolongées, parce que toute forme d'agriculture y sera devenue impossible. Je rappelle ici qu'en Afrique subsaharienne, environ la moitié des ménages dépendent de l'agriculture de subsistance, qui est un type d'agriculture extraordinairement vulnérable à toute variation de la température ou de la pluviométrie. En d'autres termes, dès qu'il fait un peu plus chaud ou dès qu'il pleut un peu moins, les gens perdent tout, toute leur récolte et leur principale source de revenus, soit parce que de nombreuses régions seront inondées en raison notamment de la hausse du niveau des mers. On estime aujourd'hui, et c'est un des chiffres clés du rapport, qu'entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes, c'est-à-dire à peu près la moitié de l'humanité, habitent dans des zones extraordinairement vulnérables aux impacts du changement climatique, des zones qui pourraient devenir inhabitables à terme. Quatrième élément, qui est évidemment aussi saillant, c'est que ce rapport met en lumière l'importance des impacts humains du changement climatique. Jusqu'ici, on s'est beaucoup tracassé, et à juste titre, de l'impact du changement climatique sur les écosystèmes, sur les forêts, sur les montagnes, sur les océans. Ce rapport met beaucoup l'accent sur les conséquences en termes de santé publique, sur les conséquences en termes de migration, sur les conséquences évidemment en termes de sécurité, en montrant notamment, et c'est un élément essentiel, que les impacts humains du changement climatique ne sont pas directement proportionnels aux impacts du changement climatique. En d'autres termes, dans une société très préparée, très résiliente, un impact majeur du changement climatique peut n'entraîner que de faibles conséquences sociales, mais à l'inverse, dans une société peu préparée ou dans une société très inégalitaire, même le plus petit impact du changement climatique peut entraîner des conséquences humaines dévastatrices en termes de migration, en termes de conflits, en termes de santé publique. Or, c'est ici qu'apparaît la nécessité d'articuler les politiques climatiques avec les politiques sociales. Le rapport montre très clairement que le changement climatique aura notamment pour conséquence d'accentuer les inégalités dans une société et qu'en retour, des sociétés qui sont plus inégalitaires sont aussi plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Et si donc il n'y a pas des politiques sociales pour compenser ces inégalités, réduire ces inégalités, nous rentrons dans un cercle vicieux qui va faire que nous serons plus vulnérables parce que nous sommes plus inégalitaires, et donc nous allons devenir de plus en plus inégalitaires à cause des impacts du changement climatique. Et donc il y a urgence à articuler ces deux questions, d'autant plus, et c'est encore un élément nouveau du rapport, que nos réponses au changement climatique, qu'elles concernent la réduction des émissions ou les politiques d'adaptation, ont volontiers tendance aussi à accentuer ces inégalités, puisqu'elles sont souvent pensées par et pour les populations les plus nanties. Voilà quelques points. Merci beaucoup. Merci, François. Bien, dans le prolongement, pour souligner à quel point le rapport du GIEC, même si on peut comprendre au regard des événements qu'il soit traité au second plan de l'actualité, le renvoyer au second plan de l'actualité est en réalité une faute. Parce que lorsque l'on parle du climat, des limites planétaires, de la biodiversité, on parle désormais de la sécurité internationale et de la sécurité de la population en France. Ce n'est pas un hasard si, en 2007, le GIEC avait été promu prix Nobel de la paix. Et comme l'a très bien dit le secrétaire général de l'ONU aujourd'hui, on voit bien, et Yannick l'a illustré, à quel point la question des ressources, de notre dépendance aux énergies fossiles, est à l'arrière-plan des conflits et de la volonté aujourd'hui d'un certain nombre de régimes autoritaires de faire main basse sur d'autres pays pour faire main basse sur leurs ressources.
Sur ce qui concerne la France, aujourd'hui, dans le prolongement de ce que vient de dire François Gémen, les politiques d'adaptation et de résilience sont le parent pauvre d'une situation qui est celle de l'inaction climatique, sur laquelle va revenir William, alors même, et je veux le souligner, que les experts du ministère de la Défense, que ce soit en France, mais aussi dans d'autres pays, le traite désormais comme une question en tant que telle de sécurité internationale et de sécurité nationale. Nos propositions pour agir immédiatement à la hauteur des conclusions qu'il faut tirer des données scientifiques, c'est d'abord de procéder à une évaluation, à ce qu'on pourrait qualifier d'une revue de vulnérabilité de toutes les infrastructures stratégiques pour la nation dans le domaine de l'énergie, des communications, des transports, de l'alimentation et évidemment de tous les territoires dans lesquels le bâti, résidentiel en particulier, va être soumis à des risques élevés, notamment par rapport au retrait du trait de côte, mais aussi au risque d'inondation et au risque incendie. Je rappelle que tous les jours en France, aujourd'hui, on continue de construire comme si de rien, comme si on n'était pas en zone inondable, comme si on pouvait continuer à artificialiser les sols. Non seulement il faut que ça s'arrête, mais il faut avoir un plan d'action stratégique par rapport à l'ensemble de ces infrastructures. Deuxièmement, il faut planifier les travaux nécessaires à la protection des populations et notamment organiser dans certains territoires des relocalisations. Enfin, il faut développer massivement la formation de la population à la sécurité civile. La France a cette particularité, cette chance d'avoir un modèle français de sécurité civile qui est assis sur le volontariat, avec les pompiers volontaires, avec les associations de protection civile. Mais nous devons développer dans notre pays une vraie culture de l'alerte, de la conduite à tenir, de l'entraide aussi entre les populations par rapport aux événements climatiques extrêmes. Nous proposons aussi de créer une garde nationale environnementale sur le modèle de la réserve opérationnelle des armées pour permettre à des volontaires de mettre leurs compétences au service du pays en cas de crise environnementale. Et enfin, les associations de protection civile. Je veux avoir un mot pour elles parce qu'elles ont beaucoup donné dans le combat contre la pandémie et elles ont souffert d'un déficit de moyens qui leur ont été accordés par le gouvernement. Et donc, nous proposons de remédier aussi à ce constat de carence. Merci. Marie. William. Sûr ? Allez. Ah, une relique. Relique, ouais. Collector surtout. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis William Aucan, je suis un grand inconnu, mais j'ai été l'un des 150 tirés au sort à la Convention citoyenne pour le climat. Je suis aussi conseiller régional des Pays de la Loire. Et ce soir, oui, je voudrais commémorer un anniversaire. C'est il y a un an, jour pour jour, nous avions noté 3,3 sur 10 l'action du gouvernement suite à nos mesures. Et aujourd'hui, ce rapport du GIEC sur l'adaptation sort. Les experts, les citoyens alertent, en tout cas le gouvernement français, sur le fait qu'il faut agir. Et aujourd'hui, il ne se passe rien. Dans cette campagne, même avant, enfin, on va dire, l'état d'esprit, il est quand même tourné énormément sur le Covid, sur la guerre. C'est pas facile de réfléchir et le réel, il nous touche de plein de fouet. Mais en fait, ce GIEC, aujourd'hui, nous remet à l'agenda cette urgence climatique qui, elle, se pense sur un temps long et qui a nécessité de s'organiser. Et ce deuxième volet sur l'adaptation montre, au final, ce qu'il nous reste à accomplir en tant qu'espèce, en tant que civilisation, même en tant que pays, sur ce défi climat. Le premier, c'était le constat. Le deuxième, l'adaptation. L'adaptation nécessite aussi de se dire que déjà, nos paysages, nos territoires vont changer et il va falloir aussi s'adapter. Mais ce qui est important de souligner, c'est que aujourd'hui, on a eu ce rapport qui était quand même assez conséquent. 149 mesures prêtes à l'emploi, légistiques, qui ont été remis au gouvernement. Il n'a rien su en faire. On a des rapports du GIEC, ils n'ont rien su en faire. Le gouvernement français fait croire depuis le début qu'il veut faire des choses sur le climat. Au final, dans cette campagne, avant même qu'on parle de l'Ukraine, avant même qu'on parle du Covid, il n'y a pas de place pour le climat.
il n'y a pas du tout de place pour les citoyens, pour les citoyennes et les citoyens. Dans la campagne, j'ai ce rôle de copilote avec Léonore Monconduit de conseil de démocratie citoyenne. Et c'est important, je pense, et Yannick en a tout à fait conscience, que les citoyennes et les citoyens puissent participer à ça. Nous, membres de la Convention citoyenne, on a été formés, on a été cherchés, on est venu nous chercher, on a été formés, et on est prêts. Ça veut dire que si on transmet à toutes les personnes en France ces notions proches aux écologistes, on est prêt à faire de la rénovation thermique des bâtiments, on est prêt à réguler la publicité, on est prêt à vivre mieux. Et ça, c'est important de se le dire, au final. Et je trouve que voilà, c'était important pour moi d'être présent auprès de la campagne aujourd'hui, à la fois pour soutenir ce rapport du GIEC qui, pour moi, citoyen connecté à la politique depuis 2 ans, qui était complètement déconnecté, mais bon, du fait aussi de ma profession d'architecte, et aussi sensible à cette question du milieu, c'était important d'être là. Voilà. Et d'ailleurs, tiens, je te le remets. Si tu veux. On l'a déjà. Hein. Tu l'as déjà ? Mais on l'a en format numérique. Non, je te le mets. Je te le passe. Bonsoir à celles et ceux que je n'ai pas encore vus. C'est certainement mieux. Merci Yannick. Voilà, on est là, il y a ce rapport du GIEC qui vient nous rappeler la dureté du dérèglement climatique, de celui dont les conséquences sont déjà irréversibles, François l'a dit, et de celui qu'on peut encore empêcher. Alors là où Delphine a souligné le fait qu'on manquait finalement de politique d'adaptation à ces dommages qui se feront, soit qui se font déjà ressentir, soit qui se feront ressentir dans le futur, on peut encore adopter une politique de ce qu'on appelle d'atténuation du dérèglement climatique. En tout cas, on peut encore lutter véritablement contre le dérèglement climatique. Et ça a été rappelé ce midi par Antonio Guterres en présentant ce rapport du GIEC. Mais finalement, on est coincé dans un monde qui est de plus en plus dangereux, de plus en plus insécure et de moins en moins juste parce que nous dépendons encore trop fortement des énergies fossiles. Ça, c'est un choix politique, Yannick l'a rappelé, un choix politique qui a été fait des décennies durant, alors qu'on connaissait le dérèglement climatique et ses causes d'origine anthropique, celle de l'exploitation des énergies fossiles. Eh bien, c'est un choix qu'on a fait décennie après décennie, qu'on a refait et refait encore, et qu'il nous faut aujourd'hui arrêter. Alors, ce que nous, on propose, c'est évidemment d'agir dans le contexte de la France. Et on vous a déjà présenté notre projet pour aller vers une France 100% renouvelable, ou quasiment, pour aller vers une France qui ne contribue plus au dérèglement climatique. Mais évidemment, ce projet, il faut le porter au niveau européen, et notamment parce que si l'Union européenne tout entière fait le choix des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, alors on va beaucoup plus vite et on est beaucoup plus en mesure de préserver le climat. Et donc nous, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on dit et qu'on appelle les États de l'Union européenne à agir plus contre le dérèglement climatique. Yannick l'a dit, on s'est beaucoup battu pour des objectifs d'efficacité énergétique élevés. Aujourd'hui, ce qu'on sait, avec les nouvelles études à notre disposition, c'est qu'on est tout à fait en capacité, avec de la volonté politique, d'atteindre 50% d'efficacité énergétique en plus d'ici 2030. 50%. 50%, ça veut dire réduire considérablement notre dépendance au gaz russe, mais pas seulement, au gaz, quelle que soit leur origine. Ce qu'on sait aussi, ce que les études nous montrent, c'est qu'on est capable d'atteindre le 100% énergie renouvelable en 2040 et même avant, si on le souhaite et si on y met de la volonté politique. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, et déjà hier, déjà avant la crise, ce qu'on nous proposait, c'était de continuer à investir dans des infrastructures gazières. Et l'Union européenne nous proposait même, en pleine conférence pour le climat à Glasgow, de continuer à investir dans des infrastructures gazières, alors qu'on aurait besoin, au contraire, de mettre tous nos investissements dans l'efficacité énergétique et les renouvelables. Eh bien, aujourd'hui, le risque est là, qu'on nous propose encore de construire ces nouvelles infrastructures gazières pour importer du gaz, d'ailleurs, de pays qui ne sont pas plus stables, ou en tout cas pas beaucoup plus stables que la Russie, qui sont même à risque d'être absorbés par la Russie. D'ailleurs, l'enjeu ukrainien est quand même lié aux réserves de gaz qui sont situées en Ukraine, aux réserves d'eau également.
ou alors de gaz qui sont extraits dans des conditions extrêmement défavorables à l'environnement, comme le gaz de schiste américain, mais de toute manière, en omettant le fait que l'Agence internationale de l'énergie, y compris, nous demande d'arrêter complètement l'exploration et l'exploitation d'énergie fossile dès maintenant, si on veut avoir une chance de respecter les objectifs de l'accord de Paris et de limiter le dérèglement climatique à 1,5 degré, dont on sait qu'il causera déjà des dommages absolument terribles. Et donc c'est cette cible-là qu'on veut atteindre aujourd'hui. C'est la seule politique sérieuse, c'est la seule politique juste, et c'est la seule politique pour la paix qu'on peut mener au niveau de l'Union européenne. Quand on dit que c'est possible, eh bien, ce qu'on propose, ce qu'on a déjà proposé d'ailleurs, c'est ce programme de sécurité climatique, cette extension du plan de relance pour atteindre 2 000 milliards d'euros. On pense que c'est ce dont on a besoin pour financer cette transition au niveau de l'Union européenne. C'est possible, on l'a vu ces dernières années, ces dernières décennies, même si on remonte à la crise de 2008. Il est possible de dégager l'argent, de le trouver quand on en a besoin pour l'investir dans la transition. Et on le sait, de toute manière, ça coûtera moins cher d'investir et de transformer aujourd'hui notre économie que d'attendre d'avoir à payer pour les conséquences du dérèglement climatique. Donc voilà, notre projet, c'est celui-là. Ça implique, évidemment, faut-il encore le rappeler, de ne pas considérer le gaz comme une énergie verte dans la taxonomie européenne. Et on voit bien aujourd'hui toute l'ineptie, toute l'étendue de la bêtise que représente le fait de désigner le gaz comme une énergie verte. Il est encore temps de contrer ces tentatives d'accroître notre dépendance au gaz. On peut encore arrêter cette pente dangereuse, cette pente injuste et néfaste pour le climat. On peut le faire aujourd'hui et ça, évidemment, c'est en votant écolo le 10 avril prochain. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Dans les mesures, évidemment, on considère que Total en Russie, qui continue à lancer son projet gazier en Russie, c'est une aberration absolue. On demande au gouvernement français de sortir Total de Russie aussi, bien sûr. Justement, par rapport à votre préambule, Oui. est-ce que vous avez mis le Premier ministre, que vous avez vu tout à l'heure, devant ses responsabilités? Vous lui avez dit ce que vous nous avez dit là? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ah, sur ces sujets, ils ne répondent pas généralement. Si vous voulez, il y a l'urgence. Et il faut souligner que, y compris si on a été critique dans les dernières semaines par rapport au type de diplomatie que portait le président de la République, assez solitaire, nous considérons aujourd'hui que l'Union européenne fait la démonstration de sa capacité à agir, de sa capacité à exister politiquement, et y compris maintenant, d'une certaine façon, militairement. C'est une bonne nouvelle. Il faut se souvenir que les objectifs de Poutine, au départ, c'était qu'il n'y ait pas l'OTAN à ses frontières et d'affaiblir l'Union européenne. Il se retrouve avec l'OTAN à ses frontières et il se retrouve avec une Union européenne plus forte. Il faut se souvenir que dans un rapport de 2017 sur la sécurité russe, rapport signé par Vladimir Poutine, il considérait toutes les mesures d'efficacité énergétique européenne comme des menaces à la sécurité russe. Et donc, il y a ces mesures d'urgence de type sanctions, équipements, appui à l'Ukraine. Sur les enjeux qui, plus structurellement, sont à l'origine de ces crises, ou pour partie à l'origine de ces crises, là-dessus, il n'y a pas de réponse. On est en plein salon de l'agriculture, on est en pleine guerre en Ukraine. Qu'est-ce que révèlent ces deux situations? Qu'est-ce que révèlent ces deux événements qui n'ont évidemment rien à voir dans leur nature? Un, le projet des écologistes de souveraineté alimentaire, qui consiste à passer à l'agroécologie pour moins utiliser ou ne plus utiliser d'engrais azotés. Engrais azotés au cœur de l'actualité. Pour ne pas dépendre des tourteaux de soja, au cœur de l'actualité. Pour ne pas dépendre d'une crise porcine en Russie ou en Chine pour faire vivre nos élevages, au cœur de l'actualité. Tout notre projet est un projet à la fois de, vous voyez bien, de souveraineté, de sécurité, en plus d'être le seul projet qui fait face aux défis que nous avons devant nous. Donc il n'y a pas de réponse. Quand on évoque ces sujets-là, Bruno Le Maire nous dit « Ah ben, vous voyez bien qu'il faut faire du nucléaire ».
le projet d'Emmanuel Macron sur le nucléaire, ça vous a pas échappé, c'est de nouveaux réacteurs en 2040-2045, au mieux. En quoi ça répond d'une quelque manière que ce soit aux enjeux d'aujourd'hui de pouvoir d'achat et de climat? Aucunement. Aucunement. On va dire cette dissension avec aujourd'hui la guerre en Ukraine qui écrase tout dans l'actualité. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à la sérénité du débat pour la présidentielle? Est-ce que Jean Castex a répondu peut-être à vos attentes cet après-midi? La deuxième question concerne l'accueil des Ukrainiens, notamment en France. Il y a plutôt une unité nationale sur le sujet, à part Éric Zemmour qui a fait une déclaration en disant qu'il assumait, si je ne dis pas de bêtises, de ne pas accueillir d'Ukrainiens. Est-ce que vous condamnez ces propos? Quelle est votre position là-dessus? Merci. Écoutez, je vous l'ai dit en introduction, l'Europe et les Ukrainiens ont besoin de notre unité. Mais nous sommes dans un moment politique extrêmement particulier. Est-ce que ça va écraser l'élection présidentielle? C'est une possibilité. Il ne faut pas la masquer. Est-ce que, y compris la guerre en Ukraine, est révélatrice de la nature et de la force des projets qui sont présentés aux Françaises et aux Français? J'en suis convaincu. On est face à, vous voyez bien, entre la Russie et la Chine, des puissances aujourd'hui qui assument un capitalisme prédateur de la pire des manières et la dictature. Ils veulent incontestablement installer un nouvel ordre mondial fondé sur un capitalisme qui s'affranchit des responsabilités environnementales et évidemment sociales et qui considère que le capitalisme vit très bien en dictature. Mais si la question climatique n'est pas forcément leur première préoccupation, la question des ressources l'est devenue. Et donc on a des projets de société qui sont des projets d'accaparement des ressources, y compris par la guerre, et d'installation de régimes dictatoriaux, y compris, comme l'a dit François Gémen, pour ne pas avoir à assumer démocratiquement les inégalités qu'ils ont créées liées en fonction de ces modèles. Et vous voyez bien que dans le débat politique français, il y a les candidates et les candidats qui, depuis très longtemps, se moquent totalement des enjeux du climat et de la biodiversité, c'est une évidence, et qui, sans surprise, ont été les candidates et les candidats les plus complaisants par rapport à Poutine et jusqu'à ces derniers jours par rapport à tout ce qu'a été cette dictature, ce qu'elle a signifié en Syrie, ce qu'elle a signifié en Tchétchénie, ce qu'elle signifie sur le plan antérieur, ce qu'elle signifie en Biélorussie, en Géorgie, évidemment en Ukraine. Mais c'est plus profond que ça. Ce qui se joue aujourd'hui, nous l'avons dit, c'est l'accès aux ressources, c'est le climat, c'est la souveraineté, c'est la sécurité. Est-ce qu'il faut le faire avec l'Union européenne ou sans Union européenne? C'est un beau débat d'élection présidentielle. Et les projets ne sont pas équivalents de ce point de vue. Quand vous avez des candidats qui considèrent qu'il faut faire un pas en arrière par rapport à l'Union européenne, est-ce qu'on peut sérieusement envisager de créer un rapport de force vis-à-vis de Poutine, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des GAFAM, vis-à-vis des paradis fiscaux, vis-à-vis des États-Unis et de leur capitalisme à eux? Non. Pour nous, non. Le rapport à la démocratie est un sujet immense dans une élection présidentielle. Les Françaises et les Français vont devoir choisir une présidente ou un président qui doit porter les valeurs et l'histoire de la France du point de vue de la démocratie. Le chemin de la France en matière de démocratie est un chemin chahuté, pour le moins. Et donc, on est dans un moment particulier de notre histoire. Et donc, le rapport à la démocratie, que ce soit à la démocratie au sein de notre pays, comme à la démocratie en Europe, comme à la démocratie à Moscou, à Kiev ou à Pékin, est un enjeu essentiel de cette élection présidentielle. Donc là, et je l'ai dit, on est face à des choix de société qui sont des choix de civilisation en 2022.
Et j'espère que, au fond, le drame que vivent les Ukrainiennes et les Ukrainiens, ce que ça signifie pour la paix, la sécurité, la démocratie en Europe, le drame du dérèglement climatique, le drame de l'effondrement de la biodiversité, le drame des inégalités, sont des éléments qui vont amener les Françaises et les Français à s'emparer de cette élection présidentielle pour choisir le projet de société dans lequel ils veulent vivre. Donc on va voir, est-ce qu'on va y arriver? En tout cas, c'est notre défi d'y arriver. Bonjour Monsieur Jadot. Bonjour. Et sur les réfugiés, oui, évidemment, vous savez que les maires écolos, mais ça va au-delà des mairies écologistes, sont en train de s'organiser, y compris avec des associations pour accueillir les réfugiés. J'ai fait part au Premier ministre de mon souhait que, y compris parce que les Européens interviennent dans la gestion des réfugiés, il n'y ait pas de tri vis-à-vis des personnes qui veulent quitter l'Ukraine aujourd'hui et qui se sentent en insécurité. Vous avez bien vu qu'il y a des images qui montrent qu'il y aurait des tris. C'est inacceptable de ce point de vue-là. Salima Zegaï de BFM TV. J'ai deux questions aussi. La première, c'est est-ce que vous pensez que les sanctions prises par l'Union européenne sont suffisantes? Et la deuxième, ça concerne votre étonnement peut-être que la France n'ait pas réagi, du moins directement, à l'annonce aux propos de Poutine hier soir, qui annonçait mettre en alerte les forces de dissuasion de l'armée russe, donc ce qui n'exclut pas l'arme nucléaire. Qu'en pensez-vous? Alors, sur la première question, l'Union européenne est à la hauteur aujourd'hui de la situation. Au regard des saisies de patrimoine, de comptes et d'avoirs des Russes sur le sol européen, on est à la hauteur aujourd'hui. C'est du travail, y compris, je l'ai dit, le fait que l'Union européenne ait convaincu la Suisse et Monaco de participer à ces saisies, c'est important, c'est très important. L'Union européenne est en train d'organiser le soutien à la résistance de l'armée et du peuple ukrainien. C'est une bonne nouvelle. Je l'ai dit, moi j'ai souhaité, je l'ai rappelé, la nécessité urgente d'étendre le régime de sanctions à la Biélorussie, qui est devenu un pays belligérant. Troisièmement, le fait de prendre en compte, évidemment, les impacts qu'il peut y avoir pour notre économie, pour les consommateurs, et d'anticiper ces impacts pour, évidemment, limiter ou compenser les dégâts sur certains secteurs industriels, certains secteurs économiques, et évidemment, je l'ai dit, pour les consommateurs. Donc, sur le régime de sanctions, aujourd'hui, l'Europe, là, si vous voulez, si vous regardez le rouble, il a baissé de 30% en 24 heures. La bourse russe a baissé de 30%. De fait, il y a toute une partie de l'économie russe qui va souffrir. Et l'enjeu pour l'Union européenne, c'est de tenir les sanctions. Au fond, il n'y a plus tellement de graduation en matière de sanctions. Mais le fait de tenir les sanctions dans la durée est évidemment une forme de graduation dans les sanctions. Sur votre deuxième question, parce qu'il y en avait deux, et je me souviens plus de la deuxième. Dissuasion nucléaire. Ah, la dissuasion nucléaire. Écoutez, qu'est-ce que ça dit, cette alerte, cette alarme venue de Moscou? Ça dit à la fois l'imprévisibilité de Vladimir Poutine. Dans la tradition en matière de dissuasion nucléaire, vous ne faites pas ce type d'annonce quand les intérêts vitaux du pays ne sont pas engagés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un, il y a régionalisation du conflit. Ça signifie deux, que pour Vladimir Poutine, l'Ukraine est devenue une affaire intérieure. Ça en dit long sur son ambition dévastatrice par rapport à l'Ukraine. Que les Européens, dont la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ne réagissent pas, sinon pour dénoncer ce type d'alerte, est une bonne nouvelle. Il ne faut pas jouer avec Vladimir Poutine à l'escalade en matière de préparation nucléaire. En revanche, il faut être parfaitement lucide, parfaitement préparé par rapport au signal envoyé par Vladimir Poutine.
Et donc, l'accroissement des sanctions, le maintien des sanctions et l'unité et la fermeté des alliés par rapport à Vladimir Poutine est dans ce moment absolument essentiel. Et quand certains jouent avec la question du nucléaire en disant, bah voyez, ouf, heureusement qu'on a le nucléaire, ne jamais déconnecter nucléaire civil, nucléaire militaire, et ne pas oublier que les Russes, aujourd'hui, contrôlent l'état, j'allais dire, je ne sais pas comment on appelle ça, Tchernobyl, de la zone d'exclusion, mais vous savez que c'est une zone qui a besoin de beaucoup d'électricité pour éviter de redevenir radioactive. Vous savez qu'ils veulent s'emparer d'une des plus grandes centrales d'Europe. Et donc, la question du nucléaire, au-delà du fait que notre uranium vient du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, qui sont quand même contrôlés par la Russie, est un enjeu aussi d'insécurité aujourd'hui, et de précarité, de vulnérabilité. OK ? Eh bien, merci infiniment.